Nous passons la parole à Jean-Louis Prudon, qui est chirurgien orthopédiste à Grenoble et qui va nous parler du chirurgien évaluateur. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, on vous voit. D'accord, je vous fais passer les diapositives. Voilà, est-ce que vous avez l'écran complet? On a tout ce qu'il faut. D'accord, voilà. Je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le problème de l'autre casquette des chirurgiens, en particulier les chirurgiens évaluateurs. Alors, on a vu beaucoup d'évaluations déjà dans les précédentes communications, mais là, c'est l'évaluation qui est faite et qui nous est un petit peu posée par le problème de la réglementation européenne des dispositifs médicaux. Alors, je remercie très sincèrement le président de l'Académie, le secrétaire général, et puis Jacques Caton de m'avoir permis de parler de ce sujet dans le cadre de l'Académie de chirurgie, parce que je pense que c'est des choses qui sont un petit peu novatrices, mais qui vont impacter vraisemblablement notre façon de voir les choses dans les années à venir. Alors, les dispositifs médicaux, il faut savoir que c'est un monde hétéroclite, mais c'est notre monde qui nous entoure à nous chirurgiens. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 000 types de dispositifs médicaux. Ça va de la compresse à usage unique au bistouri électrique, bien évidemment aux implants et aux prothèses articulaires pour nous chirurgiens orthopédistes, et puis des équipements lourds, non seulement les lits médicaux, mais également les appareillages d'IRM, les machines de biologie, etc. Donc vous voyez que c'est un domaine extrêmement large et véritablement le quotidien du chirurgien, sans vouloir faire de jeu de mots, sur cette thématique. Un retour important aussi qui a un peu motivé, fait bouger les choses, c'est tout cette orchestration médiatique qu'il y a eu autour des implants articulaires à une certaine époque, qui avait été rebaptisé les implant files par les journalistes d'investigation et qui ne vous a pas échappé, prothèse mammaire, bien évidemment, mais également d'autres choses comme les prothèses de hanche, les implants de type cardiovasculaire, etc. Donc ça, c'était un peu de l'histoire, mais ça a fait bouger les choses en termes de réglementation européenne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu des insuffisances en termes de sécurité pour les patients. Alors, nous, orthopédistes, on est très impactés, entre guillemets, par le problème des dispositifs médicaux, le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux et l'EFORT, qui est la Société européenne de chirurgie orthopédique, en 2019 avait organisé un symposium sur les dispositifs médicaux, qui était une très intéressante information sur cette problématique. Alors, le symposium était organisé avec des gens qui étaient les responsables de la Commission européenne. Robert Nelissen, qui était un chirurgien hollandais particulièrement actif dans tous ces problèmes des évaluations, le président de DEFORT, et puis des gens des organismes notifiés et des industriels. Et vous voyez qu'il a fallu 5 ans de discussion à Bruxelles pour arriver à proposer à la Commission européenne de transformer ce qu'on appelait autrefois les directives en un projet de loi concernant les dispositifs médicaux. Alors, pour être un petit peu plus précis, je vais entrer un peu dans le détail. Le marquage CE des dispositifs médicaux, vous savez que c'est obligatoire puisque tous les instruments que vous utilisez ne peuvent pas rentrer dans un bloc opératoire s'ils ne sont pas marqués CE. Alors, avant 2017, il faut savoir que le marquage CE était fait à l'aide d'une directive européenne. Alors, le terme de directive, il est important à comprendre parce que ce sont des recommandations. Et puis, en 2017, ça a changé puisqu'on est passé d'un système de directive, donc de recommandation, à un problème de règlement, c'est-à-dire c'est du législatif. Et le nouveau règlement européen, justement en 2017, a remplacé ces directives. Et donc là, on est rentré dans un système beaucoup plus contraint
qui était un système de réglementation. Alors, l'objectif essentiel, c'était d'améliorer la sécurité sanitaire et en particulier l'amélioration des implants. Mais à travers cette nouvelle réglementation, on insistait sur le fait qu'on améliorait également l'évaluation avant et après la mise sur le marché des implants. Alors, voilà le document officiel de mai 2017. Ce nouveau règlement, il concerne tous les dispositifs médicaux dans l'Union européenne. Il a été approuvé par le Parlement européen en avril 2017. Il remplace donc les directives, et ça c'est très important. Et puis, il devait rentrer en vigueur au printemps 21, et à cause de la crise du Covid, il a été reporté à 2021. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est passé d'un système de directives, de recommandations, à un système réglementaire législatif. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu les choses qui sont importantes. Donc, le document officiel de MDR, ce qu'on appelle Medical Device Regulation, c'est un document important de plus de 300 pages. Il y a 10 chapitres, 123 articles, 17 annexes, et il y a 2 chapitres, le chapitre 6 et le chapitre 7, qui sont consacrés uniquement à l'évaluation clinique dans le cadre réglementaire. Alors, comment ça se passait? Comment se passe le marquage CE? Alors, avant 2017, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'un industriel voulait mettre sur le marché un nouveau dispositif médical. Il était obligé de respecter un certain nombre de référentiels techniques et de normes qui étaient vérifiés par ce qu'on appelle un organisme notifié. Et cet organisme notifié, au vu de l'évaluation qui était faite de ces référentiels techniques, donnait un marquage CE qui autorisait l'industriel à mettre son dispositif médical sur le marché. Et la surveillance devait être faite en principe par simplement la matériovigilance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque État membre, avant 2017, avait son propre processus de marquage CE de ces dispositifs médicaux. C'est-à-dire qu'on était dans une formule de l'État souverain et pas de l'Europe souveraine. Alors, ça fonctionnait comment? C'est-à-dire que la Commission européenne, elle édictait des directives, donc des recommandations. Ces recommandations étaient transmises à chacune des autorités compétentes spécifiques de chaque État membre. Là, pour la France, c'était l'AFSAPS puis la NSM. Donc voilà, ces directives étaient reprises et interprétées ou reformatées selon les différents États. Et chaque État édictait des directives et ces directives s'imposaient dans le processus du marquage CE. Voilà, donc ça, c'était le système avant 2017. Le système actuel, il a changé. Donc, parce qu'il s'applique à tous les dispositifs médicaux qui sont vendus dans l'Union européenne à partir de 2020, comme je vous l'ai dit. Alors, les prothèses articulaires sont en classe 3, on va revenir un petit peu là-dessus. Et puis, ce nouveau règlement, il est fait essentiellement pour améliorer la sécurité des produits. Et, terme important, il faut évaluer la performance et faire ce qu'on appelle le benchmark ou la comparaison des implants. Alors, la première chose que la Commission européenne a fait, c'est qu'elle a repris cet amalgame de dispositifs médicaux complexes, comme je vous l'ai dit, et l'a classé en fonction du risque. C'est-à-dire que le risque de classe 3, par exemple, il est dévolu aux prothèses articulaires et on comprend que c'est celles qui ont le plus haut risque. Et puis, vous avez les implants d'ostéosynthèse qui sont en classe 2 et les ancillaires qui sont en classe 2A. Et puis, vous avez la classe 1 de risque moindre, mais qui est moins intéressant. Alors, comment ça se passe depuis 2017? Depuis 2017, le processus s'est complexifié. Puisque quand un industriel veut mettre en route, veut mettre sur le marché un dispositif médical, il est obligé de passer actuellement par un système d'exigences essentielles applicables. C'est un peu complexe, mais en gros, ça correspond à toute la procédure qualité de l'industrie. Il doit s'adresser à des référentiels techniques, mais ça, c'était comme dans le précédent système. Et puis, chose nouvelle, il doit mettre en place un plan d'évaluation clinique.
Et ça, c'est vraiment une nouveauté, puisque ce plan d'évaluation clinique, il va il va mettre en œuvre tous les processus d'évaluation clinique qu'il va y avoir sur le suivi du dispositif médical. Donc, une fois que tout ce dossier est constitué, il s'adresse à un organisme notifié qui évalue la conformité, qui donne le marquage CE s'il est d'accord ou pas d'accord, et qui donne l'autorisation de mise sur marché pour l'industriel. Et puis, chose nouvelle également, c'est que l'industriel est obligé d'avoir un suivi clinique après commercialisation qui a été établi préalablement dans le cadre de son plan d'évaluation clinique. Et ce suivi clinique, il est fait par l'industriel avec la participation des praticiens, des chirurgiens. Et puis, bien évidemment, il y a le système des matériaux-vigilance qui s'est un peu complexifié, puisqu'il y a maintenant 4 ou 5 systèmes qui permettent de faire des déclarations d'événements indésirables. Vous voyez que les deux nouveautés, c'est là, et c'est là où l'évaluation clinique est importante, et c'est là où les industriels vont avoir besoin des chirurgiens. Et donc, tous les États membres sont soumis à la même chose, au même système réglementaire. C'est ce qu'on appelle l'Europe souveraine. Alors, en pratique, ça se passe comment au niveau supérieur? C'est-à-dire la Commission européenne, elle propose des projets de loi qui sont validés par le Parlement européen. Ce projet de loi s'applique à toutes les autorités nationales qui vont perdre le processus de reformatage du système à leur façon et qui vont perdre donc justement ces directives nationales. Donc, on se retrouve avec un schéma comme ça, c'est-à-dire la Commission européenne édicte ces lois, la Commission européenne va nommer des organismes notifiés, et c'est ces organismes notifiés qui sont directement sous la dépendance de la Commission européenne, mais avec la validation des autorités compétentes de chaque pays, et c'est ces organismes notifiés qui vont donner le marquage CE pour l'industriel. Donc, le marquage CE, il est obtenu pour 5 ans. Tous les implants seront réévalués après 5 ans. Ce qu'il faut savoir, ce qui est complexe aussi pour les industriels, c'est que dans une gamme d'implants, chaque référence est concernée par le marquage CE. Vous voyez, dans une prothèse de hanche, par exemple, où vous avez 10 implants différents ou 20 implants différents, chaque implant aura son marquage CE. Et si l'on veut introduire un nouvel implant dans une gamme qui existe déjà, il faut là aussi remettre en route tout le processus de marquage CE. Alors, comment ça va impacter les chirurgiens? Alors, le chirurgien, il faut savoir que dans le cadre du règlement, c'est l'utilisateur du produit ou c'est l'utilisateur du dispositif médical. Et cet utilisateur, il va être obligé, entre guillemets, de faire les évaluations et les chirurgiens à terme seront impliqués dans tous les processus d'évaluation des implants, à plusieurs niveaux. Au plan d'évaluation clinique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant que le produit ait eu le marquage CE, il faut faire une évaluation prospective ou a priori de votre implant, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état de l'art, on va être capable de définir les performances de l'implant, la balance bénéfice-risque, la longévité de l'implant, et tout ça à partir de données pertinentes de la littérature. Alors, je vous laisse imaginer tout à fait quand même que l'état de l'art, c'est très difficile à faire pour un ingénieur, même s'il y a beaucoup de données de la littérature, c'est quand même les chirurgiens qui sont les mieux adaptés et les meilleurs pour proposer justement et écrire cet état de l'art. Donc ça, c'est sur l'évaluation au niveau du plan d'évaluation clinique. Mais où également on va être extrêmement concerné, c'est au niveau du suivi clinique après commercialisation. C'est-à-dire que tout implant qui sera mis sur le marché devrait être suivi. Donc, ça impose la mise en place de registres. Malheureusement, en France, on a pris quand même beaucoup de retard. Ça impose de mettre en place par l'industriel et sous le contrôle et sous le côté pratique du chirurgien, des investigations, des études cliniques. Et puis, ça suppose également de signaler les événements indésirables, mais ça, on sait très bien que maintenant, c'est fait à peu près régulièrement par les chirurgiens, par les établissements et par les industriels.
Alors, ce nouveau règlement, donc, c'est un challenge important pour les industriels parce que le système européen, c'est un système réglementaire. Et quand on le compare au système de la FDA, on est dans un ancien système comme on avait autrefois de directives, c'est-à-dire que c'est des recommandations, c'est pas la loi. Incontestablement, ça risque d'augmenter le prix de revient des implants. On verra à terme une réduction significative du nombre d'implants. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens bien implantés dans cette réflexion. Et puis, obligatoirement, il y aura une fermeture prévisible des petites compagnies. Et ça, c'est le côté obscur du règlement. Et puis, il y a également un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que les organismes notifiés qui autrefois étaient validés par les autorités nationales, maintenant, ils sont validés au niveau européen et actuellement, il y a 13 organismes notifiés pour faire l'ensemble des marquages CE de la communauté européenne, avec l'échéance de 2021. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les organismes notifiés qui sont débordés par les dossiers de marquage CE. Ce délai très court de mise en œuvre, puisque finalement, heureusement, il a été reporté d'un an, mais il est applicable à partir du printemps de 2021. Le Brexit, ça a été plus ou moins bien géré par l'Union européenne. Et puis, il y a un problème essentiel qui se pose, c'est celui d'innovation. Qu'est-ce qu'il sera de l'innovation dans la communauté européenne? Est-ce qu'il serait envisageable en 2021 de proposer un système comme une prothèse double mobilité avec toutes les contraintes réglementaires qui peuvent s'appliquer actuellement? Alors, ça, c'était la conclusion de Rob Nelissen, c'est-à-dire que le MDR, le nouveau règlement européen, c'est pour améliorer la qualité d'un implant, c'est la sécurité des patients. Et puis, la conclusion, c'était de dire que c'est un atout pour les patients et c'est une opportunité pour nous parce qu'il a beaucoup insisté, effectivement, et tout le monde insiste sur l'implication des chirurgiens dans ce processus d'évaluation, comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous transmets un petit peu de fraîcheur de la région grenobloise et je vous remercie sincèrement pour votre attention. Merci beaucoup. Et Jacques Hatton, je voudrais dire un petit mot, si c'est possible. D'abord, je voudrais remercier Jean-Louis Prudon d'avoir fait ce travail qui est remarquable. Jean-Louis connaît parfaitement bien la réglementation, connaît parfaitement bien toutes les étapes qui gèrent de la conception jusqu'à la mise en place sur le marché et puis l'évaluation clinique des implants. Alors, il a insisté sur un plan qui est le problème de l'innovation. Je rappelle que nous avons un groupe de travail triacadémique, Académie de médecine, Académie de chirurgie, Académie de pharmacie, sur les dispositifs médicaux implantables, que nous avons interroger toutes les spécialités médicales ou chirurgicales, médicales et chirurgicales plutôt, qui utilisent des dispositifs médicaux implantables. Et un des sujets majeurs qui est ressorti de ce travail que nous poursuivons, bien évidemment, est le problème de l'innovation. Un problème que Jean-Louis n'a pas abordé, mais il ne pouvait pas aborder dans le temps imparti tous les problèmes, c'est le problème de la relocalisation des industries en France ou en Europe. Il faut savoir qu'avec la nouvelle réglementation, une boîte qui fabrique des prothèses de hanche, elle ne pourra proposer que des prothèses de hanche. Par contre, si une industrie française veut, par exemple, faire une prothèse d'épaule et qu'elle n'a jamais fabriqué de prothèse d'épaule, elle n'aura plus le droit avec la nouvelle réglementation européenne. Par contre, elle en aura à nouveau le droit si elle rachète une entreprise qui fabriquait des prothèses d'épaule. Donc, ce qui explique aujourd'hui l'attitude de l'industrie américaine qui rachète beaucoup de prothèses en Europe et qui explique la concentration aujourd'hui de l'industrie. C'est ce problème que je voulais soulever et je pense que Jean-Louis, tu as peut-être un petit mot à dire là-dessus. Oui, effectivement, Jacques. D'abord, je te remercie de m'avoir donné la parole au sein de l'Académie. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Le problème, effectivement, c'est-à-dire que le réglementaire est devenu tellement important dans les sociétés
que seules les grosses sociétés, ce qu'on appelle les majors, sont capables de constituer des départements réglementaires, entre guillemets, avec 2, 3, 4, 5, 10 ingénieurs, des gens qui mettent en place tout ça. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est sûr et certain que les petites sociétés, elles ne pourront pas faire face et qu'elles abandonneront. Elles abandonneront le marché ou elles se feront racheter pour créer des nouveaux implants. Et comme tu l'as dit, mais je pense que le législateur n'a pas saisi l'importance de toute cette démarche. C'est que maintenant, effectivement, mettre sur le marché un dispositif médical, c'est d'abord extrêmement complexe, c'est-à-dire que si c'est un dispositif dont vous n'avez pas l'antériorité, il va falloir mettre en route un système d'investigation clinique. Les investigations cliniques, c'est les lois Hurier ou c'est les lois Jardin qui font que l'implant, au moment où on va décider de le créer et le moment où il va être implanté pour les premières évaluations sur des séries limitées, il va se passer 2 ans, 3 ans. Et qu'après, la diffusion va se faire de façon progressive, c'est-à-dire qu'on va autoriser 50 implants pour une loi Hurier, et puis après, on va passer à 100 ou 150 implants encore dans un cadre beaucoup plus élargi, entre guillemets. Et la vraie mise sur le marché, ce sera fait au bout de 4 ans ou de 5 ans. Et ça, aucun industriel actuellement ne prendra le risque de mettre en place un implant qui mettra aussi longtemps pour être mis sur le marché entre la conception et sa mise sur le marché. Donc ça, c'est des vrais freins à l'innovation. On vous remercie beaucoup pour votre communication parce que nous sommes effectivement trop préoccupés. Alors, ce n'est pas tellement au niveau européen, même si là, maintenant la réglementation est européenne, c'est que nous avons déjà suffisamment en France de problèmes spécifiquement franco-français pour faire valider des nouveaux actes ou des nouveaux matériels, que l'Académie s'en préoccupe et donc a déjà rencontré plusieurs fois les institutionnels et ce travail est en cours car il s'avère qu'il est maintenant extrêmement difficile de pouvoir mettre en place une innovation qui risque d'être dépassée le temps qu'elle soit validée. C'est-à-dire qu'on en est là. Alors, ceci dit, vous avez tout à fait raison de souligner que les chirurgiens vont devenir des évaluateurs parce que dans cette situation qui est quand même très inquiétante, il y a également la nécessité pour les praticiens de rentrer leur cas dans les registres, que ces registres soient de qualité, qu'ils puissent donner des résultats rapides et pas, en tout cas avec des retours de résultats à ceux qui remplissent les registres. Donc il y a beaucoup de problématiques, mais c'est sûr que peut-être les chirurgiens seront plus motivés à évaluer cliniquement leurs patients en sachant qu'ils pourront avoir un retour sur le travail fourni, alors que là, actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc là, il y a manifestement besoin de changer beaucoup de choses pour que nos patients puissent profiter des innovations. Vous parliez des moyens qu'il faut pour les innovations, mais une des difficultés, c'est que les innovations, elles sont toujours dans les boîtes. Les multinationales, elles rachètent les petites boîtes. Finalement, la valeur de l'innovation, c'est ce que trouvent les petites boîtes. Or, les petites boîtes n'ont pas les reins solides pour faire tout un process d'évaluation. Donc, je trouve que votre communication vient à point nommé pour expliquer les difficultés et surtout sensibiliser les chirurgiens. Oui, oui. Enfin, moi, je vous remercie de votre commentaire. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, mais pas trop longtemps, c'est le problème du suivi d'implants et en particulier les implants des prothèses de hanche. Parce que pour un industriel, la durée de vie d'un implant, c'est 10 ans d'une prothèse de hanche. Donc, dans le règlement, on doit suivre pendant 10 ans la prothèse de hanche.
C'est-à-dire que, enfin, Jacques Catton ne contredira pas, on a eu toujours d'énormes difficultés à pouvoir faire du suivi de patients, même en dehors du règlement, parce que les gens ne venaient pas, parce qu'on avait des difficultés avec les institutions qui refusaient de prendre en charge les radiographies quand on faisait des suivis systématiques de patients à 2 ans, 5 ans, 10 ans ou même à 15 ans quand on voulait faire des évaluations à long terme. Donc ça a été un véritable frein au suivi médical. Et les choses vont être obligées de changer parce que on aura la poussée des industriels pour faire du suivi à long terme, parce que comme je vous le dis, les implants qui seront implantés à un temps T, ils devront être suivis jusqu'au temps estimé durée de vie de l'implant par l'industriel et par les organismes notifiés. Merci beaucoup. Bon, l'heure tourne. Nous avons passé une excellente séance académique avec un programme extrêmement riche et varié. C'est heureusement l'habitude à l'Académie, mais il est très important de le souligner à chaque fois. Nous vous remercions beaucoup de votre implication dans le développement de notre chère compagnie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.